Bonjour, c'est Mathieu Béliard. Bienvenue dans Les Éclaireurs, le podcast qui prend le temps d'écouter le monde changer. Je vous emmène aujourd'hui dans l'Allier, à Lurcy-Lévis précisément. Enfin, façon de parler, c'est dans cette petite ville qu'a grandi mon invité, Salomé Berlioux, et vous allez vite comprendre pourquoi c'est important. Au moment de la crise des Gilets jaunes, elle avait signé un premier ouvrage, Les Invisibles de la République, sur tous ces jeunes qui vivent loin des grandes villes et sur leurs difficultés. Le temps a passé et on a laissé le sujet de côté. Et puis le coronavirus est arrivé. Salomé Berlioux est retournée sur le terrain. Elle a interrogé les jeunes qu'elle aide dans son association Chemin d'avenir. Elle a appelé des personnes âgées aussi, des élus, des agriculteurs, des soignants. Et elle publie un second livre avec un autre message important. Non, la France périphérique, les campagnes notamment, ne sont pas épargnées par l'épidémie, loin de là. Près de 80% des classes populaires vivent dans ces territoires. Ça veut dire aussi que dans le cadre de la crise, le chômage est très présent. Quand un petit commerce ferme, il y a le risque qu'il ne rouvre pas après. Avec Salomé Berlioux, on va comprendre que le coronavirus est en train de fermer des portes à des milliers de jeunes qui s'apprêtaient à commencer une formation. Et que les ingrédients sont bel et bien là pour qu'éclate une nouvelle crise comme celle des Gilets jaunes. Dans Les Éclaireurs, chaque semaine, on prend le temps d'écouter le monde changer. Épisode 11, avec le coronavirus, est-on en train de sacrifier la France périphérique ? Bonjour Salomé Berlioux. Bonjour. Pour commencer, j'avais envie de lire quelques mots du prix Goncourt, Nicolas Mathieu. C'est lui qui signe la préface de votre ouvrage. Ce monde-là, c'est celui des pavillons et des routes départementales, des cafés fermés et des bureaux de poste en sursis, le monde où l'église voisine avec la mairie, où le PMU dispense ses espérances minuscules à coups de gratte-gratte. Alors pour notre sujet du jour, c'est quoi le bon mot ? France périphérique ? France profonde ? La campagne ? Ou est-ce qu'il faut bannir ces généralités ? Alors l'avantage du terme de France périphérique, je trouve, c'est qu'il montre bien que d'un côté en France aujourd'hui, il y a les grandes métropoles et leurs banlieues, et que de l'autre côté, il y a à la fois les zones rurales, les petites villes, certaines villes moyennes, les zones pavillonnaires, et que la vie, le quotidien, les défis dans ces deux types de territoires sont très différents. C'est accepter de généraliser un peu, en dressant ce portrait de deux France. Et ensuite, on peut, dans un deuxième temps, aller plus en profondeur. Parce qu'effectivement, les zones rurales, ce ne sont pas les petites villes et que certaines villes moyennes ne sont pas les zones pavillonnaires. Donc voilà, je pense qu'il faut accepter de faire les deux. Généraliser et ensuite entrer plus en profondeur. Et on va entrer dans le détail de ce que nous venons de traverser en 2020. Votre premier ouvrage, Les Invisibles de la République, parlait de cette problématique, de cette dichotomie, on va dire, entre des urbains et des ruraux, pour faire très simple. Là, vous affirmez très clairement que la crise du Covid, le coronavirus, a exacerbé les inégalités entre Paris et les zones rurales, entre les grandes villes et la campagne. Oui, dès les premières semaines du confinement, je me rendais compte à quel point est-ce que la vision qu'on était en train d'avoir de la crise sanitaire était une vision, à mon sens, biaisée, parce que collectivement, on était centré sur ce qui se passait dans les grandes métropoles et dans les banlieues, ce qui était en partie normal, puisque c'est là où le virus était le plus présent, mais que du coup, on passait complètement à côté de ces territoires où pourtant les Français sont les plus nombreux. 60% des Français vivent en dehors des grandes métropoles et de leurs banlieues, près de 80% des classes populaires. Donc il y avait, à mon sens, non seulement une histoire à raconter, des histoires à raconter, des témoignages à aller chercher, mais surtout, autant que possible, une analyse à faire de façon à ne pas passer complètement à côté de la réalité du pays. Je lis aussi dans votre livre, les règles à respecter sont les mêmes n'importe où dans le pays, au point d'ailleurs que certains ruraux s'en étonnent. Il y avait des règles de confinement un peu absurdes. Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages dans le livre, effectivement, qui disent que les habitants de ces territoires-là ne comprenaient pas forcément pourquoi est-ce qu'ils devaient se protéger autant que les urbains, alors que le virus n'y était pas, ou pas encore en tout cas, parce que c'est là où on voit que la deuxième vague rebat les cartes de ce point de vue-là. Mais donc, je trouve que ce que cela pointe, c'est à quel point est-ce que les habitants de ces territoires, pendant la première vague, même lorsqu'ils étaient éloignés du virus, sentaient
à quel point est-ce qu'ils faisaient partie de la crise. Il y a un élu local dans nos campagnes suspendues qui dit « On a eu le confinement silencieux, mais on était là, nous aussi ». Sous-entendu, oui, certes, le virus n'était pas aux portes de nos maisons. En revanche, on était confinés comme les autres. Nos enfants n'allaient pas à l'école comme les autres. Dans certains cas, on était au chômage comme les autres. Et ça, c'était important de le dire. Après les invisibles, votre démarche, ça a été celle d'un droit de suite finalement. Est-ce qu'on les a oubliés, ces invisibles ? Je veux dire, ils sont apparus d'un seul coup en 2018. Est-ce qu'on les a oubliés à nouveau ? Alors, je pense que la crise des Gilets jaunes a quand même fait bouger les lignes. C'est une évidence. Alors, si je prends la question qui est celle que je connais le mieux, qui est la question des jeunes, en 2016, quand je fonde Chemin d'avenir et que je vais frapper aux portes des ministères ou des grandes entreprises en disant attention, bien sûr, la grande pauvreté est dans les grandes métropoles, bien sûr, les jeunes des quartiers sensibles ont des défis particuliers à relever, mais vous avez aussi 23% des jeunes Français, donc presque un quart des moins de 20 ans, qui sont dans les zones rurales. Si vous ajoutez les moins de 20 ans dans les petites villes, on est à plus de 10 millions de jeunes, et ces jeunes-là, dans les territoires isolés, rencontrent des obstacles qui sont les enjeux financiers, parce que c'est aussi la France des fragilités économiques et sociales, le manque d'informations, le manque d'opportunités à côté de chez eux, etc. Quand je dis tout ça en 2016, on me rit pas au nez, mais les réactions sont, dans le meilleur des cas, une forme de nonchalance, dans le pire des cas, une forme de mépris. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Le mot de territoire est sur toutes les lèvres. Les entreprises que je vais voir sont dans une logique de plus en plus d'ouverture à la diversité territoriale. Donc, de ce point de vue-là, les choses ont changé. Après, reste à savoir à long terme, et je trouve néanmoins que la crise sanitaire est le révélateur d'une espèce de réflexe pavlovien en France qui consiste à toujours, quand il y a une crise, quand il y a une difficulté, quand il y a des défis, toujours regarder en premier lieu les grandes métropoles et leurs banlieues. Quand on dit que les campagnes françaises sont celles qui auraient souffert le plus, ou qui auraient beaucoup souffert en tout cas du coronavirus, il y a pas mal d'exemples. On peut penser par exemple à la couverture santé. Les hôpitaux sont moins bien lotis. Vous dites par exemple qu'en zone rurale, un habitant sur deux estime avoir difficilement accès à un professionnel de santé. Est-ce qu'il y a eu de nouvelles fractures avec le coronavirus, ou est-ce que cette crise les a exacerbées ? Alors pour moi, c'est vraiment la crise du coronavirus qui est une crise dans la crise dans ces territoires-là. Vous pointez la question effectivement des déserts médicaux. Une crise sanitaire dans des déserts médicaux, on peut assez facilement concevoir que c'est très inquiétant d'un point de vue psychologique, notamment pour les personnes qui sont dans des situations fragiles sur le plan de leur santé, pour les personnes âgées notamment, et on y reviendra peut-être, que d'un point de vue logistique, d'un point de vue matériel, très rapidement, les hôpitaux sont loin, les médecins sont loin, les lits vont être en petit nombre, donc avec un taux de sursaturation qui est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, sanitaire, mais effectivement, quand on prend d'autres sujets comme la question des jeunes et les sujets d'inégalité des chances, quand on prend la question de la dévitalisation de certaines petites villes et du centre de ces petites villes, les commerces qui fermaient avant la crise, on imagine bien à quel point est-ce que le coronavirus arrive, on ferme les petits commerces, mais certains ne rouvriront jamais. Alors tout ça peut être résumé par un exemple que je cite dans le livre, qui est celui de ce jeune dans les Hauts-de-Vosges, dans un lycée professionnel, il a 17 ans, et qui témoigne en me disant « En fait, je pense que les urbains, dans la crise sanitaire, sont en train de se rendre compte de ce que nous, dans la ruralité, on affronte 365 jours par an, 24 heures sur 24. » Il dit, en gros, les urbains sont en train de se rendre compte de ce que c'est que d'avoir des médecins qui ne sont pas aussi réactifs que d'habitude. Nous, c'est le cas, il faut qu'on fasse 1 heure de route pour accéder à nos médecins. Ce que c'est que d'avoir une poste qui marche peut-être un peu moins bien que d'habitude. Je vous rappelle que nous, le bureau de poste a fermé dans la commune à côté de chez moi. De ne pas avoir de lieu de sociabilité où se retrouver. Nous, à la campagne, on n'a pas de café où se retrouver avec nos amis, crise sanitaire ou non. De ne pas avoir de bonne couverture numérique et d'avoir un réseau défectueux chez soi. Nous, c'est tout le temps le cas. Fracture numérique oblige. Et sauf que, dit-il, et dit-il avec justesse, je trouve, après la crise, les urbains, d'une manière ou d'une autre, retrouveront leur quotidien, et nous aussi, avec toutes ces difficultés. Cette France des territoires, cette France de la proximité, c'est elle qui détient en large part les leviers du sursaut collectif. Être jeune et rural, très simplement, ils vous ont dit quoi de cette période, quand vous avez échangé avec eux, ces jeunes-là? Ils l'ont vécu comment, ressenti comment? Alors, les jeunes de ces territoires-là, je pense, étaient particulièrement inquiets pour leur avenir, mais comme ils l'étaient
avant la crise déjà. Vous mettez la crise là-dedans, concrètement, il y a une jeune qui le raconte dans le livre, elle perd la possibilité d'avoir un petit job pendant les vacances de Pâques et pendant l'été. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas aller à l'université parce qu'elle ne pourra pas financer son logement. Je vous prends un autre exemple. Des parents dans la ruralité qui décident de ne pas envoyer leur enfant en seconde générale et technologique à la rentrée suivante à cause du coronavirus. Pourquoi ? Parce que l'établissement scolaire est à 1 heure de route, parce qu'ils ne savent pas de quoi septembre sera fait, parce qu'ils sont inquiets pour leurs enfants. Et donc, du coup, ils disent, et ça, ce n'est pas une poignée de gens, c'est tout un travail, notamment avec plusieurs rectorats d'académie qui accompagnent beaucoup de jeunes dans les territoires ruraux, que j'ai vu à quel point ça ne concernait pas une poignée de jeunes. Autre exemple, des décisions de redoublement à la fin de la classe de 3e, parce que aller au lycée, en septembre suivant la crise, c'était trop anxiogène pour les familles. Pourquoi ? Parce que le lycée dans ces territoires-là est loin. Et donc il faut comprendre ces familles qui se disent je ne suis pas sûre de vouloir envoyer mon fils ou ma fille qui a 14 ou 15 ans en internat à 1 heure de chez moi en septembre prochain, alors que la crise sera peut-être encore là. Donc tout ça, c'est pour dire à quel point est-ce que dans ces territoires, la crise a été lourde de conséquences en matière d'orientation, en matière de projection vers l'avenir pour les jeunes. On a beaucoup parlé aussi de ceux qui devaient travailler pour faire tenir le pays, et les agriculteurs en font partie. Leur travail était possible dans un monde confiné. Ils sont souvent seuls, ou en tout cas peuvent pratiquer la distanciation. Cela dit, leur univers a été complètement déréglé par cette crise. Il faut s'en rendre compte. Tout à fait. Et on a beaucoup insisté sur certains modèles de réussite liés notamment au circuit court pendant la crise. Et il y a eu beaucoup d'agriculteurs qui, effectivement, ont pu tirer leur épingle du jeu grâce à ces circuits courts et qui le racontent dans nos campagnes suspendues. Mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas eu cette possibilité-là. Et globalement, des agriculteurs qui, en ayant leurs enfants à la maison, devaient travailler 2 fois plus, avaient moins de main-d'œuvre et notamment de main-d'œuvre qualifiée. Donc, ça coûtait plus cher de devoir former des gens avec des résultats moindres, devaient s'occuper des récoltes de leurs asperges, de leurs fraises seuls, devaient s'occuper des bêtes seuls, avaient dans certains cas un tracteur qui tombait en panne et pas de possibilité de le réparer. Tout ça avec un quotidien contraint, notamment sur le plan économique et social que l'on connaît. Donc, effectivement, il ne faut pas uniquement centrer le récit du quotidien des agriculteurs pendant la crise sur ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Beaucoup ont souffert du contexte. D'un mot, cela dit, ils sont toujours investis de cette mission, ils le disent, dès qu'ils le peuvent, particulièrement dans cette crise, celle de nourrir la population. Et vous faites un parallèle entre leur travail et cette espèce de peur panique irrationnel, c'est pas à moi de juger, de manquer de nourriture, ne serait-ce que le fait qu'on s'est tous mis à cuisiner à la maison. On a eu un rapport particulier, pardonnez-moi l'expression, avec la bouffe pendant ce confinement. Oui, une des anecdotes qui n'est pas dans le livre d'ailleurs, mais que je peux vous livrer ici, c'est effectivement une habitante de zone rurale qui me parlait de la difficulté de voir certains urbains venir se confiner dans la petite ville à côté de chez elle, et qui disait au supermarché, il n'y a plus de papier toilette et il n'y a plus d'œufs. C'est les urbains qui ont tout pris. Ils sont venus nous piquer notre papier toilette. On va s'arrêter là sur le papier toilette si vous le voulez bien. Tout à fait. Cela dit, il y a des enjeux démographiques de Parisiens qui s'installent à la campagne. Je parle d'avant la crise. Comment se passe cette rencontre et comment est-ce qu'on vit ensuite cette période, ce qu'on appelle les néo-ruraux pour faire simple? D'abord, ce que j'essaie de montrer dans nos campagnes suspendues, c'est que quand il y a des mouvements de population avant même la crise à destination de ce que les urbains ou les Parisiens appellent la province, c'est quand même plus souvent vers les villes moyennes, et certaines villes moyennes commençaient déjà à tirer leur épingle du jeu avant même la crise, vers les banlieues, à une demi-heure de Lyon, à 1 heure de Paris. C'est plus vers ces territoires-là que vers le fin fond du Morvan ou de la Creuse. Et pourquoi ? Beaucoup d'urbains citent dans un sondage IFOP avant même la crise leur envie de quitter leur grande métropole. Je crois qu'ils sont 57% à le dire. Avant le coronavirus, nous souhaiterions aller vivre plus proche de la nature, mais aussitôt, les mêmes citent les freins à ce projet, que sont la question de l'emploi, des services publics et des transports. Donc ça, c'est avant la crise. Et moi, ce qui m'a fait à la fois sourire et ce qui m'a effectivement
agacé en un sens, c'est que dans la crise, c'est dressé une espèce de portrait idéalisé de la vie à la campagne et d'un confinement heureux qui se ferait en dehors des grandes métropoles, et une espèce d'image d'une revanche des campagnes, sous-entendu, demain, tous les Parisiens, tous les Bordelais, tous les Lyonnais qui ont pris conscience de la difficulté de vivre dans une grande métropole vont aller s'installer dans un hameau des Vosges, de la Nièvre ou de l'Ain. Force est de constater que ça n'est pas tout à fait le cas. Et qu'il faut faire attention justement à ne pas attendre ce ruissellement naturel de population, parce que quelque part, ça nous exonère de chercher à trouver des solutions en matière d'aménagement du territoire pour des enjeux qui, vous le disiez, existent bien avant la crise. Je me suis dit, après l'expérience du premier confinement, que j'avais pas envie de rester seul et pas envie de rester à Paris, parce que c'était un peu déprimant. Alors Romain a convaincu 4 amis de partir avec lui, et les voilà tous ensemble dans ce gîte réservé à la dernière minute. Et on a la possibilité aussi de se mettre au vert. Une colo de vacances, ouais, c'est le terme exact. C'est le but. Ouais. C'est un peu d'être insouciant, quoi. De moins subir le confinement, quoi. Ce que vous décrivez très bien dans le livre, c'est qu'en fin de compte, quand on a parlé de nature, de province, de campagne, on a parlé de la France des vacances. Mais oui, la France des résidences secondaires, ça n'est pas la France périphérique. La France où on va passer ses vacances, que ce soit à Noirmoutier, à l'île de Ré, à Aix-en-Provence, ça n'est pas les petits villages des départements que je citais. Ça n'a rien à voir avec le cœur de Moulins, Nevers, Charleville-Mézières, Verdun. Et dire tout ça, j'insiste, ça n'est absolument pas faire preuve de misérabilisme à l'égard des territoires de la France périphérique. Pas du tout. C'est au contraire insister sur le fait que ces territoires ont beaucoup de potentiel, que les habitants de ces territoires sont très heureux d'y vivre. Ils n'ont aucune envie qu'on soit misérabiliste à leur égard, hein, pas du tout. En revanche, ils ont envie et besoin qu'on reconnaisse les difficultés particulières de leur territoire et donc de leur quotidien et qu'on ne mélange pas tout. La fracture numérique, les services publics, les transports, tous ces éléments-là dont on parle, simplement, est-ce que la crise du Covid a au moins permis une prise de conscience des urbains qui sont peut-être allés se confiner ailleurs, une prise de conscience peut-être des médias aussi ? Durant les premières semaines du premier confinement, j'en ai vraiment douté. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à écrire Nos campagnes suspendues, en me disant mais ce n'est pas possible. Où sont tous ces territoires ? Où sont leurs habitants dans le récit collectif qu'on est en train de faire de la crise du coronavirus ? Tout le monde ne cesse de dire que c'est la plus grande crise qu'affronte le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, et on est centré sur Paris, sur la Seine-Saint-Denis, sur est-ce qu'on pourrait ne pas refaire systématiquement la même erreur ? Bon, ça c'était au printemps dernier. Aujourd'hui, notamment parce que le virus a pénétré plus profondément dans le reste du pays, parce que, encore une fois, les élus locaux montent aussi au créneau en pointant du doigt les difficultés structurelles de leur territoire, parce que les médias se sont un peu plus penchés sur la question que dans un premier temps. Les lignes bougent et j'espère que ce sera pour le mieux. Alors, en commençant à voyager dans nos territoires, puisque c'est le mot consacré désormais, les médias ont peut-être découvert une forme de solidarité rurale, de France de la débrouille, du système D. D'abord, est-ce que c'est pas un peu un cliché ? Si, ça l'est en partie. Je l'écris dans le livre lorsque je dis il faut arrêter aussi d'imaginer que, en gros, quand on grandit dans ces territoires ou quand on vit dans ces territoires, il est facile d'aller frapper à la porte du voisin quand il nous manque un œuf ou un morceau de pain, alors qu'à Paris, en gros, on laisserait mourir le moindre voisin sur un coin de trottoir. Ça n'est pas vrai. Il y a des systèmes de solidarité dans les grandes métropoles et on l'a vu pendant la crise. Et il y a aussi, dans certains cas, une forme d'individualisme à la campagne. Donc, bon, caricaturer, quand il est question de ces territoires, c'est vraiment très facile et il faut se garder de le faire. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la débrouille est quelque part un réflexe quand on est éloigné de tout, parce qu'on n'a pas le choix. Et il y a beaucoup d'élus locaux qui le racontent dans le livre, qui disent concrètement, pour nous, élus d'une petite commune, dès les premières semaines du confinement, il fallait se mettre en ordre de bataille et on a l'habitude de le faire. Il y a un élu dans le Morvan qui dit, dès les premiers jours, il était question pour nous aussi bien d'essayer de trouver une machine à laver pour l'EHPAD d'à côté, d'aller faire accorder un piano pour une petite fille pour qu'elle puisse continuer à jouer pendant tout le confinement. Donc oui, la débrouille, les élus et les habitants de ces territoires ont l'habitude. Est-ce qu'on va être capable de pérenniser ces initiatives ?
C'est drôle parce que c'était vraiment une des obsessions des personnes que j'interrogeais, parce qu'il y avait une forme de fascination et de fierté à l'égard de ces systèmes de solidarité pendant la crise. À la fois les élus, mais aussi les porteurs de projets associatifs et les citoyens eux-mêmes, qui étaient vraiment fiers d'avoir pu, dans leur commune, dans leur département rural, aider les personnes âgées, aider les personnes en situation de handicap, se mobiliser pour ceux qui en avaient le plus besoin, y compris sur le plan économique, et qui réfléchissaient déjà à comment faire perdurer ces solutions de terrain. Donc je pense, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai consacré tout un chapitre du livre sur ce thème France rurale, France solidaire, je pense qu'il y aura des bonnes pratiques qui perdureront dans le temps, oui. L'arrivée de Jean Castex à Matignon, qu'on présente comme un rural lui-même, de façon peut-être un peu parfois agaçante, caricaturale. Il n'y a aucun doute quant au fait que Jean Castex connaît ces territoires, qu'il y a vécu, qu'il y a été maire, donc ça c'est certain. Et je pense que le choix de sa nomination, en ce sens, n'est pas un hasard. Après, moi ce qui n'a cessé de me faire sourire, c'est effectivement à quel point est-ce qu'on a salué cette caractéristique de son profil. Pendant des jours, on n'a entendu que ça. L'homme des territoires qui cite, je ne sais plus, 25 fois le terme de territoire pendant son discours de politique générale, puis 33 fois le lendemain au Sénat. Et cet émoi à l'idée d'avoir enfin un Premier ministre qui viendrait de la ruralité ou d'une toute petite ville et qui le revendiquerait et qui aurait même un accent chantant. Et voilà, cette espèce à nouveau de fantasme autour de cet ancrage géographique-là montre bien à quel point est-ce qu'on part de loin dans la prise en compte de la France périphérique. Dans le livre, vous citez les motifs d'insatisfaction de nombreux Français, la mort du petit commerce, les logements vacants, la suppression des services publics, la baisse du niveau de vie. Je ne fais pas toute la liste, elle est longue. Et en vous lisant, on a le sentiment de ne pas avoir appris de la séquence des Gilets jaunes. Alors, sans vous demander de faire Madame Irma, la boule de cristal, est-ce que ça va repartir ou pas, est-ce qu'il y a, selon vous, Salomé Berlioux, les ingrédients pour qu'on ait à nouveau une forme de colère qui s'exprime, peut-être les artisans commerçants qui n'ont pas pu travailler. Est-ce qu'il y a les ingrédients pour que ça reparte, si j'ose dire ? Je pense en tout cas qu'il ne faut pas sous-estimer cette possibilité. Enfin, comme vous le dites, je ne vais pas faire Madame Irma, mais en revanche, la tension, l'inquiétude, le sentiment de relégation, de ne pas forcément être assez pris en compte, enfin, dans un contexte critique, notamment sur les plans économiques et sociaux, force est de constater que ça peut être un climat qui permet à la colère de monter et de s'exprimer. Je pense que du coup, tout l'enjeu est justement de faire en sorte de ne pas arriver à une telle impasse démocratique dans les prochains mois et de préparer également les prochaines échéances électorales en tenant compte ô combien de ces territoires. Il y a une question qu'on pose systématiquement à la fin de ce podcast, les éclaireurs. À vos yeux, Salomé Berlioux, vous particulièrement, est-il plus facile de changer le monde ou de se changer soi-même ? Vous voyez que dans mon cas, en tout cas, les deux sont souvent intimement liés, c'est-à-dire que j'ai choisi des combats associatifs, en un sens politique aussi, même si c'est pas au sens partisan du terme, professionnel, puisque c'est aujourd'hui toute ma vie, des combats qui partent des tripes quelque part et qui partent de mon ancrage géographique initial, des combats que j'ai vus, que ce soit chez mes parents, dans mon village, dans mon département. Donc je dirais que en commençant par se changer soi-même, on peut ensuite changer le monde plus facilement peut-être. Il faut un être pour en parler ? En tout cas, je remarque que ceux qui en parlent et ceux qui en parlent à ce jour le mieux, selon moi, viennent de ces territoires. Je pense évidemment à Nicolas Mathieu, je pense au sociologue Benoît Coquart qui a écrit un livre excellent qui s'appelle « Ceux qui restent » sur les jeunes qui restent vivre et si possible travailler dans ces territoires. Donc ce qui est certain, c'est que la connaissance empirique de ce que ça veut dire grandir, vivre, étudier, travailler en dehors des grandes métropoles, avoir des opportunités parfois restreintes, devoir se battre autrement, devoir prendre sa voiture pour faire la moindre action, ne pas avoir Internet en un claquement de doigts chez soi, etc., etc. Ça permet de ne pas en parler de façon théorique, mais encore une fois d'être profondément aligné avec ce qui se passe en dehors de Paris, de Lyon ou de Bordeaux. Salomé Berlioux, merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter Les Éclaireurs,
avec Salomé Berlioux. Je vous redonne le nom de son dernier livre, Nos campagnes suspendues. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis son association, si vous voulez aller plus loin, Chemin d'avenir. Les Éclaireurs est un podcast Europe 1 Studio avec Juliette Berger à la programmation, Fanny Rascle à la production et Xavier Joly à la réalisation. Si vous avez aimé cet entretien et si vous aimez ce format où on prend le temps de creuser un sujet, tous les sujets d'ailleurs, parlez-en autour de vous, faites-le découvrir à d'autres. C'est la meilleure façon de continuer l'aventure. On se retrouve dans une semaine, dans Les Éclaireurs. À très vite.